Moi c'est Julien. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de messaging et de data streaming scalable avec Apache Pulsar. Bam! Alors, dans certains jobs il y a des trucs à gagner. Je ne sais pas si ici il y a des trucs à gagner, Jérôme? Il peut y Des avoir licences des... IntelliJ, des machins, des petits challenges, non? Pour les tenir éveillés, tu vois. Tu peux faire tous les jeux que tu as envie. Ok. Donc moi j'ai des yo-yo à faire gagner. Donc les personnes qui vont me poser des questions que je trouverai intéressantes, et je jugerai si elles sont intéressantes ou pas de façon complètement dictatoriale et unilatérale, pourront gagner un yo-yo. Bonsoir, bienvenue. Donc mes gamins adorent ce yo-yo, les collègues aussi, le virus peut tout à fait s'utiliser de façon professionnelle pour anti-stress ou détente, etc. Et donc j'ai des yo-yo à faire gagner, j'ai des chargeurs magnétiques à faire gagner et j'ai des stickers Wheel of Pulsar à faire gagner. J'espère que vous aurez envie, après mon talk, d'un stickers Wheel of Pulsar, on verra. Donc voilà, donc moi je suis Dev Advocate, est-ce que c'est une bonne situation? Ouais, je pense. Et donc je serai chez Streamnative, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et surtout sur Pulsar, vous avez quelques ressources ici derrière le QR code, donc c'est ma page qui décrit ça, donc n'hésitez pas. Et donc avant de commencer, je vais vous poser quelques questions, donc pas encore de yo-yo, mais voilà. Qui parmi vous fait du Kafka? Vous pouvez lever la main, ceux qui font du Kafka? Ok. Qui fait des choses qui se terminent par MQ, comme ActiveMQ, RabbitMQ? Ok. 50-50, il y en a qui font les deux en même temps, j'ai vu, super. Qui se sont plutôt développeurs? Ah, tout le monde, d'accord, quasiment tout le monde. Plutôt Ops? Ok. Architecte? Des archis? Super. Qui a déjà entendu parler de Pulsar avant d'avoir vu mon talk au programme du Jug? Oh, cool. Qui a déjà téléchargé et lancé Pulsar? Ok. Qui a Pulsar en production? Ok. Cool, merci. Donc, je suis développeur advocate chez Streamnative, je code depuis une grosse vingtaine d'années. Ma stack, c'est essentiellement Java et Spring, même si j'ai roulé ma bosse à droite, à gauche sur d'autres stacks. J'ai fait pas mal de systèmes distribués dits event-driven, voilà, qui communiquent par message, par asynchronisme, par CQRS, par ce que vous voulez. Je suis basé à Lille, dans le nord de la France, et je suis animateur de plusieurs communautés tech, notamment le Java User Group de Lille, donc le JTJug. Voilà ce que je fais. Et donc Streamnative, il y en a qui ont entendu parler de Streamnative avant ce talk? Non? Ceux qui ont fait du Pulsar, non? Ok. Streamnative, on est une boîte c'est la boîte qui a été fondée par les créateurs de Pulsar. Donc on est un gros contributeur sur l'open source sur le Pulsar et sur tout son écosystème aussi. Et donc basiquement, on fournit un Pulsar as a service. Donc c'est ça notre business model. Donc on fournit un Pulsar as a service auquel on a ajouté des fonctionnalités entreprise. Et on peut le faire tourner sur notre infrastructure. On peut le faire tourner aussi sur votre infrastructure, donc en mode bring your own cloud. Et on a aussi un opérateur Kubernetes qui est lui sous licence et qui vous permet aussi de faire tourner Pulsar sur votre infrastructure on-prem ou hors cloud si vous souhaitez. Donc Pulsar, c'est quoi? C'est une plateforme cloud native de messaging et de data streaming. Cloud native, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire notamment que Pulsar, contrairement à d'autres plateformes, il a été conçu dès le départ pour être conteneurisable et pour être containerisé. Donc il est très copain avec tout ce qui est Docker, il est très copain avec tout ce qui est Kubernetes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Kubernetes pour faire tourner Pulsar. Il y a de belles installations de Pulsar qui ne sont pas sur Kubernetes, mais néanmoins, ça fonctionne très très bien en environnement containerisé, cloud et Kubernetes. Et moi, ce que j'entends par cloud, moi, ce que j'attends du cloud, j'attends beaucoup de choses du cloud. Il y a plein de raisons de passer au cloud. Parmi ces raisons-là, il y a l'élasticité. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends d'un cloud, entre autres, c'est de pouvoir s'adapter à la charge que j'ai à un instant T, c'est-à-dire de pouvoir allouer rapidement, provisionner rapidement le nombre de ressources qu'il me faut pour faire face à la charge que j'ai à un instant T, et inversement, pouvoir réduire ces ressources quand ma charge descend. L'élasticité. Ce n'est pas que la scalabilité, ce n'est pas juste ajouter des nœuds, c'est aussi pouvoir les ajouter rapidement sans avoir à les planifier à l'avance et les réduire rapidement aussi pour économiser sur ma facture. Ok? Et ce qui est cool, c'est que plus tard, vous allez voir que c'est une plateforme qui est particulièrement élastique et pas seulement scalable. Donc, j'ai parlé du data streaming et du messaging et j'ai dit que c'était une plateforme de messaging et de data streaming. C'est-à-dire que j'ai un peu séparé, j'ai un peu différencié les deux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion
dans le domaine de l'event-driven, du messaging et du data streaming sur ces deux concepts-là. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus dans ma carrière, y compris moi, je peux être coupable, qui ont utilisé des plateformes de data streaming pour essayer de faire du messaging avec, ou qui ont utilisé un petit peu plus rarement des plateformes de messaging, des choses qui se terminent par MQ, pour faire quelque chose qu'on aurait plutôt dû faire avec une plateforme de data streaming en vrai. Donc avant de démarrer vraiment le cœur du sujet, je voudrais poser un peu plus ces deux notions, ce que moi j'entends par messaging et data streaming. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est comme je vais vous proposer un moyen de distinguer les deux. Donc le data streaming, de quoi on parle? On parle de transmission et de traitement continu d'un flux non limité, unbounded en anglais, d'un flux sans fin, entre guillemets, de petits enregistrements. Ces petits enregistrements, ils se suivent dans le temps, on les appelle aussi des événements. Okay, et donc cette séquence ininterrompue d'événements qui arrivent au fil de l'eau, qui arrivent tout le temps, dans le data streaming, il va être important de les traiter dans l'ordre, parce que ce sont des événements qui se suivent dans le temps, qui sont corrélés dans le temps. Si je fais du data streaming sans traiter mes événements dans l'ordre, je vais casser mon algorithme, ça ne va pas marcher. C'est hyper important. Ça va? Ceux qui font du Kafka, ça vous parle? Ouais? Ok. Et donc, ce flux d'événements, ça constitue en fait une donnée. Et cette donnée, elle peut être persistée, enregistrée, elle peut être transformée, on peut faire la transformation d'un flux en un ou plusieurs, ou joindre des flux, on peut transformer la donnée. On peut l'agréger, et on peut être aussi amené à rejouer ces événements dans le passé. On ne va pas forcément, quand on fait par exemple du Kafka, on ne va pas forcément faire toujours du traitement de ces événements au fil de l'eau. On va aussi parfois être amené à relire l'historique. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de les persister, entre autres. Un peu plus que dans le messaging. Ça va, ça vous parle? Ouais? Ok. Et donc, ces plateformes de data streaming, on attend d'elles qu'elles gèrent un volume de données plus ou moins conséquent. Et aussi un débit de messages, un débit d'événements plutôt plus ou moins conséquent. On peut parler de milliers de messages par seconde ou de millions de messages par seconde aussi pour de grosses installations. Et pour arriver à gérer ça, on a besoin de scalabilité horizontale. Donc ces plateformes-là, on s'attend à ce qu'elles soient, et elles le sont, elles sont scalables horizontalement, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de charges, vous pouvez ajouter, vous pouvez, prendre en charge une grosse charge en ayant beaucoup de petits nœuds, petits entre guillemets, la scalabilité horizontale. Ça vous parle? Ouais? Ok. C'est quoi les grands use cases, les grosses, larges catégories de use cases très génériques? Moi j'en vois deux, je les catégorise en deux choses. La première, c'est de l'ingestion de données. Par exemple, typiquement, vous allez avoir un exemple classique, c'est vous allez avoir beaucoup d'applications qui vont aller, beaucoup de systèmes différents qui vont aller émettre des logs, et ces logs, vous avez envie de les agréger, de les centraliser sur, par exemple, un Kafka, sur un ou plusieurs topics Kafka, et vous allez consommer les messages de ce topic-là pour diffuser cette information en continu. Vous vous souvenez, c'est un flux d'événements continu, hein, les logs qui vous arrivent de votre système, on est vraiment là-dedans. Vous allez les traiter dans l'ordre pour les insérer dans un Elasticsearch, par exemple, pour l'analyser, pour le requêter plus tard, ou le donner aussi, pourquoi pas, à d'autres systèmes qui peuvent aussi être également consommateurs de cette donnée-là au fil de l'eau, ingestion de données. Et vous pouvez aussi faire une autre grande catégorie de cas d'usage qui est le real-time analytics, l'analyse en temps entre guillemets réel. Rien n'est vraiment temps réel, mais en temps quasi réel. Basiquement, ça va être quoi? C'est quand vous ne voulez pas attendre, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le lendemain qu'un batch soit exécuté la nuit pour prendre une décision basée sur son résultat. Quand c'est trop long, quand vous ne pouvez pas vous permettre ça, vous allez plutôt prendre des décisions sur de la donnée fraîche dès que la donnée arrive, dès que l'événement, on parle d'événement ici, dès que l'événement se produit. Vous avez de la donnée déjà fraîche pour prendre des décisions. Par exemple, vous avez un dashboard qui se met à jour en temps quasi réel, ou alors vous avez, par exemple, vous faites aussi des algos de type détection de fraude, dans lesquels vous allez analyser une suite d'événements qui sont des événements de paiement, et en fonction de à quoi ressemble cette suite dans le temps, et à ses caractéristiques, vous pouvez scorer une probabilité que là, il y a quelqu'un qui essaye de frauder, et donc vous avez besoin de réagir vite. Et vous traitez une suite d'événements, donc vous ne connaissez pas la taille à l'avance, et vous le traitez dans l'ordre. Ça va, ça vous parle? Ouais. Alors, ce n'est pas la plateforme de data streaming qui va implémenter cet algorithme-là, mais c'est la plateforme de data streaming qui va donner le socle pour permettre ce traitement-là. Et donc, des exemples de solutions de data streaming, on a Kafka, qui est clairement très dominant et très connu comme plateforme open source. Dans une plateforme purement managée, on a du côté d'Amazon, par exemple, on a de Amazon Kinesis.
Et Pulsar est aussi une plateforme de data streaming. Maintenant, on va parler un petit peu plus du messaging et notamment du message queuing, les trucs qui se terminent par MQ. Imaginez que vous avez un but, c'est que vous avez des tâches qui sont plus ou moins longues à exécuter. Par exemple, vous avez un site internet de e-commerce qui vous permet d'ouvrir un compte sur une là, il y a beaucoup de mutuelles ici, sur une mutuelle ou sur une banque en ligne. Et pour ça, il a besoin d'accepter une carte d'identité de quelqu'un. Il va devoir la processer, l'analyser. Ça peut prendre un certain temps. On ne peut pas se permettre de faire attendre un site internet, un thread, pendant X secondes. C'est déjà beaucoup trop, ou voire même X minutes. On va avoir besoin d'introduire un découplage temporel entre un système qui va être votre site internet, par exemple, qui va demander le traitement, qui est un producteur, et un autre système qui va consommer ce traitement pour pouvoir l'exécuter, qui va vraiment faire l'analyse de la carte d'identité à proprement parler. Si cette analyse-là, elle est un petit peu trop longue, je ne veux pas que ça pénalise mon site internet et que ça le mette en danger en termes de fiabilité et de performance. J'ai besoin de découplage entre deux systèmes. Ça vous parle, ceux qui font des choses en MQ? Ouais? Ok. Et donc pour ça, une façon de faire, c'est de faire du message queuing, c'est-à-dire que chacune de ces tâches plus ou moins longues à exécuter vont être placées dans une file d'attente, dans une queue. Et donc ces tâches-là vont être décrites par autant de messages qu'il va y avoir de tâches à exécuter. Un message va correspondre à une tâche. Et le rôle de la plateforme de message broker, la plateforme de messaging, ça va être de distribuer ces tâches venant de la queue parmi différents workers, pour qu'un worker, c'est-à-dire un consommateur ici, puisse exécuter une tâche. OK ? Et dans cet univers-là, traiter dans l'ordre strict, c'est loin d'être aussi important et crucial que dans le data streaming. Parce que si Madame Michu ouvre un compte, et si Monsieur Tartampion ouvre un compte, et qu'on a deux cartes d'identité du coup à analyser sur deux comptes différents, c'est pas forcément très grave si on les a analysés dans l'ordre inversé. Je ne vais pas casser mon système. Par contre, ma détection de fraude, si je vois les trucs dans l'ordre différent, à mon avis, je vais sans doute casser mon algorithme. Donc on n'a pas les mêmes attentes dans le monde du streaming et dans le monde du messaging, notamment dans le monde du messaging, on n'a pas une attente sur l'ordre qui est très crucial, l'ordre de traitement. On n'a pas non plus beaucoup d'attentes sur la persistance, puisque la tâche, une fois qu'elle va être prise par un worker, on n'a pas forcément besoin, a priori, de la persister un certain temps. On a besoin de la persister le temps que le worker soit disponible pour la consommer. On ne va pas la persister pendant un an. Sinon, on a un gros problème. Okay ? Donc, ce qu'on attend d'une solution de MQ, ce n'est pas les mêmes choses que du data streaming, même s'il y a des points communs, il y a des producteurs et des consommateurs, il y a une FIFO entre les deux. On attend beaucoup de pouvoir, par exemple, ajouter et enlever des workers dynamiquement. C'est-à-dire que si ma file d'attente de tâches, elle grandit, je vais avoir besoin facilement d'ajouter des workers pour la dépiler plus vite. Et inversement, si elle est vide, pour économiser, je n'aime pas laisser des workers inactifs, je vais réduire le nombre de workers tout aussi facilement. On fait ça très bien avec un RabbitMQ, par exemple. Vous pouvez ajouter ou réduire votre nombre de consommateurs, alors qu'avec un Kafka, c'est facile ou pas avec Kafka à faire ça? Ouais, pour un FIFO, c'est plus compliqué. Ouais, j'en parle juste après. On veut aussi éviter la congestion. Quand une tâche est bloquée ou quand elle est très longue à traiter, on veut que du coup d'autres consommateurs puissent traiter les tâches qui sont derrière. Et quand une tâche échoue, on veut pouvoir livrer le message plus tard pour réessayer. Ce qui est d'ailleurs une source de potentiellement traiter les tâches dans un ordre différent de ceux dans lesquels elles ont été produites. Okay ? Ou on peut aussi avoir besoin d'abandonner une tâche. Dans ce cas-là, on va la sortir de la file d'attente, on va la sortir de la queue, on peut la poster dans une dead-letter queue pour analyse ultérieure potentiellement. Donc les plateformes qui font ça bien, là on est vraiment dans l'univers de choses comme RabbitMQ, ActiveMQ, IBM MQ Series aussi, hein, à une certaine époque. Dans le monde du manager, on a Amazon SQS par exemple, et Pulsar fait ça aussi. Donc là, on voit qu'on a quand même... Alors avant ça, on va essayer de faire une petite file de messages avec Kafka. Ça vous dit ou pas? Ouais. Qui a déjà implémenté une file de messages avec Kafka? Qui a déjà essayé? Moi, j'ai essayé. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi? Ok. On va en parler un peu après alors. Moi, j'ai essayé et voilà ce que j'ai vécu. Donc, on va tenter de faire quelque chose de simple. On va commencer avec un seul consommateur qui va essayer d'être consommateur, d'être un worker en fait, qui va consommer des tâches dans un topic. Donc, dans Kafka, le FIFO s'appelle un topic.
Dans d'autres plateformes, ça peut s'appeler une queue, ça dépend du pattern que vous utilisez. Et donc, un topic dans Kafka, c'est composé de une ou plusieurs partitions. Donc là, on va faire simple, on va faire un consommateur, une partition, un topic. Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de consommer la file plus vite, si je suis un petit peu en retard? Je vais avoir besoin d'ajouter un deuxième consommateur actif sur ma même file d'attente, sur mon même topic. Okay, et pour autant, je vais avoir besoin aussi de mémoriser la position dans laquelle je suis en ce moment même en train de consommer, sinon je vais livrer mes messages plein de fois au même consommateur, c'est un petit peu compliqué, ce n'est pas ce que je veux. Donc dans Kafka, j'ai besoin de faire plusieurs consommateurs actifs dans ce qui s'appelle un consumer group. Ça vous parle? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'ajouter un deuxième consommateur actif dans un même consumer group quand on a une seule partition? Bah, ça ne marche pas, parce qu'il peut y avoir qu'un seul consommateur actif à un instant T. Autrement dit, dans Kafka, c'est la partition qui est l'unité de parallélisation dans un même consumer group. Quand vous avez besoin de synchroniser des consommateurs entre eux qui vont consommer chacun un message et un seul, vous avez besoin de faire un consumer group, et pour ça, vous avez besoin d'avoir autant de partitions que de consommateurs actifs. Ça vous parle, ça? Ouais. Du coup, je vais avoir besoin d'ajouter une partition pour faire ça, si j'ai besoin de cette élasticité-là, de pouvoir ajouter des workers pour attraper mon tard. Et ce qui est parfois problématique, ou ce qui est parfois, on va dire, potentiellement difficile, c'est d'ajouter cette partition-là. Parce que pour ajouter une partition dans Kafka, je vais avoir besoin d'intervenir sur le broker. C'est une opération d'administration, je vais devoir demander à ce qu'une nouvelle partition soit créée, sans forcément qu'elle ait été prévue ou planifiée à l'avance. Et potentiellement, si vous avez un petit peu de données dans cette partition-là, ça nécessite aussi de devoir rééquilibrer les partitions. Ça vous parle, ça? Ouais. Ok. Et pendant ce temps-là, ça mouline. C'est une opération qui n'est pas forcément si automatique que ça. Si maintenant un message bloque la file, parce que la consommation de message échoue systématiquement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une poison pill, par exemple, donc un message que vous ne consommerez jamais, parce qu'il est dans un format invalide ou pour toute autre raison, vous allez être bloqué. Donc vous avez besoin pour le débloquer, soit de bidouiller l'offset, soit d'avoir un deuxième consommateur pour rattraper ceux qui sont derrière, mais on retombe sur le même problème qu'avant. Il me faut une deuxième partition. Super, je vais plus me faire avoir cette fois-ci, et je vais toujours prévoir d'avoir au moins 2 partitions dans mes topics. On va voir si ça résout le problème. J'ai un message qui bloque la file cette fois-ci dans ma première partition, comme avant. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai arrivé à avoir 2 consommateurs actifs parce que j'ai 2 partitions, c'est bien. Mais ce qui va se passer, c'est que ma deuxième partition, elle va pas être bloquée, super, mais par contre, ma première, elle est encore. Donc j'ai déplacé le problème, je l'ai en partie mitigé, mais je ne l'ai pas résolu. Ça vous parle, ça? Ouais? Ok. Donc tout ça pour dire que on ne fait pas de message queuing avec une plateforme de data streaming. Ce n'est pas prévu pour. Ça fait très bien certaines choses, mais ça ne fait pas d'autres choses. Ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas le même pattern. C'est pour ça qu'on a des plateformes différentes. C'est pour ça qu'on a du RabbitMQ pour faire, par exemple, pour faire du messaging qui fait ça bien, et qu'on a du Kafka qui fait plutôt bien aussi du data streaming, qui est prévu pour. Ne confondons pas les deux. Et pourtant, même si j'ai dit que c'était très différent, ce qui est cool, c'est qu'en fait, avec Pulsar, vous avez un seul broker qui fait les deux. Avec Pulsar, vous pouvez faire à la fois du data streaming et du messaging avec une seule technologie de broker à opérer en production et à connaître, avec tout ce que ça implique. Et du point de vue du développeur, vous avez un seul SDK à apprendre pour faire aussi bien du messaging que du streaming. Vous n'avez pas besoin de maîtriser en Ops et en Dev un Kafka d'un côté ou de maîtriser en Ops et en Dev un RabbitMQ de l'autre côté. Vous avez un seul broker qui fait les deux. C'est pour ça que Pulsar, on dit aussi que c'est une solution unifiée de messaging et de streaming. Comment c'est possible? Parce que je vous ai dit que c'était 2 patterns différents. Ça peut sembler un peu contradictoire. Dans Pulsar, on a, comme les autres solutions, on a des producteurs, des consommateurs et des topics qui sont ma structure first in, first out. Jusque-là, tout va bien, ça ressemble à ce que vous connaissez. Mais Pulsar introduit un concept supplémentaire qui n'existe pas dans d'autres plateformes, en tout cas pas en équivalent direct, qui s'appelle une souscription. Et le principe, c'est que les consommateurs Pulsar, ceux qui vont consommer les messages, ils vont déclarer comment ils souhaitent consommer les messages. Et pour ça, ils vont se connecter à ce qu'on appelle une souscription, qui est un objet managé par le broker. C'est la souscription qui va déterminer comment les consommateurs qui y sont associés vont recevoir les messages du topic. Est-ce qu'ils vont les recevoir comme une queue ou est-ce qu'ils vont les recevoir comme un data stream?
c'est la souscription qui sait quels messages ont été consommés par qui. C'est elle qui sait où est-ce qu'on en est dans la consommation des messages. C'est elle qui gère ça. Et un même topic, ça c'est hyper important, un même topic peut avoir plusieurs souscriptions en même temps. Donc si vous voulez faire du fan-out, donc diffuser de l'information à plusieurs systèmes indépendants et qui n'ont pas besoin de consommer en même temps la donnée, qui n'ont pas besoin de se synchroniser comme dans une message queue, vous pouvez avoir plusieurs souscriptions, une par système, pour faire de la diffusion de données, du one-to-many. Et quand vous faites par contre, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi par exemple consommer un topic comme un data stream ou consommer un topic comme du streaming en même temps. Il suffit d'avoir 2 souscriptions, de types différents cette fois-ci. Comment ça marche? Donc on a 4 modes de souscription dans Pulsar. Donc ceux qui ont essayé Pulsar vont pas apprendre grand-chose. On a la souscription exclusive dans laquelle vous pouvez avoir qu'un seul consommateur actif à un instant T. Et du coup, comme vous avez un seul consommateur actif à un instant T sur cette souscription-là, c'est-à-dire que ce consommateur va donc recevoir les messages dans l'ordre, puisqu'on n'a pas de raison de les désordonner, vu qu'il n'y a qu'un seul consommateur. Et si un deuxième consommateur arrive sur cette souscription, Pulsar le rejette. On s'assure qu'on a un seul consommateur à un instant T. On est dans une consommation en séquence. C'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si mon consommateur tombe en panne? Je vais avoir du retard. Pour éviter ça, on a un deuxième mode de souscription qui est le mode de souscription failover. En mode de souscription failover dans Pulsar, vous avez plusieurs consommateurs qui sont connectés à un instant T à la même souscription, mais Pulsar ne va livrer les messages qu'à un seul. Donc, on a toujours à un instant T un seul consommateur actif, donc on reçoit bien les messages, on peut les traiter dans l'ordre, et pour autant, si j'ai un consommateur qui tombe en panne, l'autre prend le relais tout de suite. Pulsar va livrer les messages à l'autre, en mode actif-passif. Après, vous pouvez avoir besoin de faire plutôt du messaging et d'avoir plusieurs consommateurs en même temps sur une même souscription. Dans ce cas-là, vous allez utiliser une souscription de type shared et vous allez comme ça pouvoir, grâce à Pulsar, en fait, la souscription va livrer les messages à chaque consommateur. Le premier message va être livré à l'un, le deuxième à l'autre, etc. En mode round robin, comme on a vu sur mon schéma tout à l'heure de message queuing. Okay. Mais avec ce système-là, donc ce qui est bien, c'est que vous avez une certaine scalabilité, une élasticité, puisque si vous voulez dépiler vos messages plus vite, vous n'avez qu'à ajouter des nouveaux consommateurs, vous n'avez pas besoin d'intervenir sur le broker, vous n'avez pas besoin de créer des partitions. Par contre, si jamais le message 1, par exemple ici, met un petit peu plus de temps à être consommé que le message 2, ou s'il échoue et qu'il est redélivré plus tard, vous ne respectez plus l'ordre, vous allez consommer les messages dans un ordre potentiellement différent de celui dans lequel ils ont été produits. C'est pas grave si on fait du messaging. Donc en fait, dans le premier cas, on est plutôt dans du streaming et dans le deuxième, on est plutôt dans du messaging. Ok? Et c'est comme ça que le Pulsar peut faire les deux. Juste en changeant de souscription, le code des producteurs et des consommateurs est exactement le même. Alors là, vous allez me dire, ce que je voudrais avoir, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais avoir maintenant, c'est avoir une garantie d'ordre de consommation des messages et en même temps avoir l'élasticité qu'on a dans une share souscription. Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre. Et bien avec Pulsar, pour faire ça, vous allez passer sur un 4e mode qui est la Key Shared Subscription. Ce qui vous permet de faire du messaging et surtout du streaming, donc une relation d'ordre dans les messages, sans partition. Le principe, c'est que si les producteurs, un peu comme dans Kafka en fait, si les producteurs sont capables d'associer une clé aux messages qu'ils envoient, alors tous les messages qui vont avoir la même clé vont être livrés au même consommateur dans le bon ordre. Et donc, si vous ajoutez des nouveaux consommateurs ou si vous en enlevez, Pulsar va se débrouiller pour répartir l'allocation des clés sur la nouvelle équipe, sur les nouveaux consommateurs, automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit du côté du broker. Autrement dit, vous avez un peu vos partitions Kafka, mais elles ne sont pas statiques, elles sont dynamiques en réalité. Du coup, vous avez l'élasticité du côté du consommateur. Et pour autant... Ouais, sauf que c'est dynamique. C'est pas lié au stockage. J'en parle juste après. C'est ça la grosse différence en fait. Et le message queuing qui a le gros avantage de faire du filtering sur le topic, c'est cette partie-là du coup qu'on a sur la MQP ou autre. Ouais. Alors, le filtering, c'est pas intégré dans le Pulsar comme feature native. Par contre, il y a d'autres moyens de le faire que je peux dire après en question-réponse. Si ça te va. Super. Donc, tout ça pour dire que Pulsar, c'est une plateforme unifiée de messaging et de streaming. Vous avez un broker et vous pouvez avoir les deux, du messaging et du streaming, sans partition. Maintenant, je vais parler un petit peu plus d'élasticité que j'ai mentionné au début. Donc, l'élasticité, vous vous souvenez,
vous allez allouer suffisamment de ressources pour faire face à votre charge à un instant T. Quand vous avez beaucoup de charges, vous allouez beaucoup de ressources. Quand vous avez moins de charges, vous diminuez les ressources pour faire des économies. OK ? Dynamiquement ou rapidement. Vos besoins de scalabilité sont souvent, en fait, on peut dire qu'ils vont dépendre du goulot d'étranglement que vous devez faire face à un instant T. Et on a 3 principaux. Le premier, c'est le nombre de messages restants à consommer qui augmente que le nombre de commandes, c'est votre goulot, c'est ce qui vous limite. Le deuxième, c'est le nombre de producteurs et de consommateurs qui se connectent à votre broker. Vous avez plein de producteurs, plein de consommateurs, vous avez beaucoup de topics aussi à manager. Ça peut représenter une limite qui vous nécessite d'allouer plus de ressources pour y faire face. Et le troisième niveau, le troisième goulot d'étranglement, ça peut être aussi la capacité de stockage. Quand on fait du data streaming, vous pouvez être amené, surtout quand vous avez besoin de relire l'historique, de stocker un certain nombre de messages et donc vous pouvez remplir les disques de votre cluster. Vous avez besoin d'ajouter la capacité de stockage. C'est une troisième limite possible. Celle-là, d'expérience, c'est souvent la plus fréquente, même si ça dépend de votre use case, mais c'est quand même la plus fréquente. Et avec Pulsar, vous l'avez vu, je l'ai déjà expliqué, vous passez sur une key share subscription et du coup, quand vous avez beaucoup de messages à consommer, votre fil qui augmente, vous ajoutez de nouveaux consommateurs et vous rattrapez. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de partition, vous n'avez pas besoin d'intervenir sur le broker. Vous n'avez pas besoin non plus de vous poser la question qui peut être très difficile avec Kafka de type mais combien de partitions il me faut en fait Vous avez déjà posé cette question ouais. Combien de partitions il me faut à l'avance Avec Pulsar, vous avez beaucoup moins besoin de vous poser cette question-là. Du coup, la clé, là, dans le consommateur, il faut une nouvelle clé en fait. Il faut charger, il faut dire. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu peux avoir, si par exemple tu as 4 consommateurs et tu as 8 clés, tu auras les messages de la clé, j'en sais rien, 1 et 5, j'en sais rien, qui sont sur le consommateur 1, 2 et 4 sur le deuxième, etc. Et si tu enlèves tes 2 consommateurs et que tu n'en as plus que 2 au lieu de 4, tu auras les clés 1, 2, 3 sur l'un, 4, 5, 6 sur l'autre. Et donc plus ça redistribue les clés automatiquement. Des clés fonctionnelles, c'est des index de répartition. C'est des clés un peu comme mon Kafka, c'est-à-dire qu'elles sont choisies par le producteur. Et donc c'est intéressant. Alors, par contre, il faut quand même que le producteur puisse avoir des clés qui fonctionnellement du sens et qui statistiquement soient intéressantes en termes de répartition. Ça, c'est pas magique, c'est aussi comme Kafka, quoi. Même s'il y a d'autres façons de répartir le message que par des clés. Et voilà. Et donc, vous faites ça sans partition et c'est cool. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'avec Pulsar, vous avez, comme cette limite de nombre de messages, c'est souvent, pas avec Pulsar, mais en général, c'est souvent celle qu'on rencontre la plus fréquemment, vous n'avez pas besoin de vous continuer des partitions dès le départ. En fait, vous n'avez pas besoin de cette rigidité dès le départ. Okay ? Vous pouvez aussi tomber sur une limite quand vous allez beaucoup plus loin en termes de charge, une limite qu'on rencontre souvent un petit peu après, quand on a vraiment des grosses installations, c'est le nombre de producteurs et de consommateurs, et là, c'est votre Pulsar, votre broker lui-même qui commence à souffrir. Dans ce cas-là, il faut que j'explique l'architecture de Pulsar. L'architecture de Pulsar, elle est plus perfectionnée, elle est plus sophistiquée que d'autres systèmes. Il y a 2 couches dans le Pulsar, il y a les nœuds brokers et les nœuds bookies. Les nœuds brokers, ils sont responsables du compute, du calcul, des traitements. Ils n'ont pas d'état. A l'inverse, les bookies, eux, sont responsables du stockage, et seulement du stockage. Ils ne sont pas très intelligents, ils gèrent que le stockage. Le broker a plus l'intelligence et les relations avec le client. Et donc, ce qui est cool, c'est que si votre limite, c'est le nombre de consommateurs et de producteurs que votre broker est capable de gérer, vous allez ajouter des nouveaux nœuds brokers. Et comme ces nœuds brokers n'ont pas d'état, ils seront disponibles tout de suite. Et contrairement à d'autres plateformes, vous n'avez pas besoin de faire le rééquilibrage de données entre nœuds, ce qu'on peut être amené à faire avec Kafka souvent quand on doit scaler son cluster en l'augmentant. Avec Pulsar, vous n'avez pas besoin de ça. Quand votre limite, c'est le nombre de clients, vous n'avez qu'à ajouter un nœud broker et il est disponible tout de suite sans devoir déplacer de la donnée dans votre cluster. Et c'est pareil, si votre limitation, cette fois-ci, ce n'est pas le nombre de clients ou le nombre de topics, mais c'est la capacité de stockage, vous dites que commence à être plein, vous allez ajouter du stockage en ajoutant des nouveaux nœuds bookies, de façon à scaler votre stockage de façon horizontale grâce à Bookkeeper, qui est prévu pour. Et donc, ce qui est cool, c'est que contrairement à d'autres plateformes, quand vous ajoutez un nouveau bookie, il est disponible immédiatement pour accueillir de nouveaux messages. Il n'y a pas de rééquilibrage par rapport aux autres bookies qui sont pleins? Non. Vous n'en avez pas besoin, parce que vous n'avez pas de partition, en fait. Mais j'explique ça juste après, quand je parle de modèle de stockage. Et que le 5e arrive vide, les 4 ils vont être pleins, en fait.
Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est le 5e qui va prendre en charge les nouveaux messages. Et on redescend pas les 4 premiers, quoi. C'est pas forcément nécessaire. D'accord. Sauf si tu as besoin de changer ton facteur de réplication, là oui, mais sinon non. Ok. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Pulsar, ça tombe bien, j'en parle juste après, il y a pas de, le stockage n'est pas sous forme de partition, il est sous forme de segment, c'est complètement orthogonal, mais j'en parle juste après. Donc tout ça pour dire que souvent, quand on doit scaler Kafka, on se retrouve dans cette position-là. On a nos deux bateaux qui sont nos deux nœuds de notre cluster Kafka qui sont pleins, et quand on veut en ajouter un troisième, il n'est pas disponible tout de suite, il faut d'abord qu'on rebalance la donnée entre ces trois nœuds dans ce nouveau cluster. Alors qu'avec Pulsar, il suffit d'ajouter un nouveau nœud bookie et il est disponible tout de suite pour prendre en charge des nouveaux messages. Donc petit récap de ces 3 niveaux d'élasticité qui donnent vachement de souplesse grâce à Pulsar, c'est que quand vous avez un nombre de messages restant à consommer qui augmente, c'est ça votre limite, vous n'avez qu'à ajouter de nouveaux nœuds consommateurs sur votre souscription et vous allez dépiler plus vite, donc votre broker tient le coup, et ça c'est la deuxième limite. Pour l'instant vous êtes dans la première, vous n'avez qu'à ajouter de nouveaux consommateurs, pas besoin de planifier à l'avance le nombre de partitions, ça va bien se passer. Deuxième limite, vous avez votre broker lui-même qui commence à souffrir. Avant qu'il souffre, vous allez lui ajouter des nouveaux nœuds broker. Ils seront disponibles immédiatement pour prendre en charge la nouvelle charge. Et si votre limite, c'est la capacité de stockage, vous ajoutez de nouveaux nœuds bookie et ils vont pouvoir accepter tout de suite les nouveaux messages sans avoir besoin de réaliser une opération plus ou moins lourde de rééquilibrage de données dans votre cluster. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Pulsar, j'ai parlé d'élasticité. Donc l'élasticité, ce n'est pas seulement ajouter des nœuds, c'est aussi en enlever. Et enlever des nœuds sur un Kafka, ce n'est pas non plus toujours simple. Ça pose aussi certaines contraintes. Avec Pulsar, beaucoup moins. En plus de ça, nous, Streamnative, on propose un opérateur Kubernetes qui vous aide à gérer cette scalabilité. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'avec cet opérateur-là, quand vous l'installez dans votre cluster Kubernetes, vous allez pouvoir faire un petit fichier YAML au format Kubernetes familier, dans lequel vous allez pouvoir dire je veux tant de nœuds type bookie, tant de nœuds type broker, vous faites un apply et l'opérateur, il se débrouille pour mettre votre Pulsar dans l'état désiré. Et c'est gratuit, on vous fournit en community license, disponible gratuitement à l'usage. Maintenant, je voudrais parler un petit peu plus de comment les messages dans Pulsar sont stockés. Là, on va parler du stockage. Donc, un topic, comme je disais, il est décomposé en segments. Il n'est pas décomposé en partitions. Donc, on a un modèle qui est complètement orthogonal en fait à celui de Kafka. C'est un design complètement différent. Il ne faut pas essayer de comparer en fait. Et donc, les segments sont eux aussi des structures FIFO qui se suivent dans le temps. Donc, un segment est constitué de X messages, 5000 par défaut, mais ça se règle, peu importe. Et donc, les segments se suivent dans le temps. Donc, à un instant T, un topic a un seul segment actif dans lequel on peut écrire. Les segments d'avant sont fermés à l'écriture, ils sont archivés. Pas archivés, ils sont read-only. Okay, et ça permet de faire des trucs sympas, notamment que, ici dans mon schéma, j'ai un facteur de réplication de 3, ce qui veut dire que chaque segment est stocké dans 3 nœuds bookie différents. Ce qui fait que si je perds un bookie, je n'ai rien perdu. Parce que j'ai une réplication sur au moins 3 différents et c'est automatique dans Pulsar. En plus de ça, quand on a besoin de stocker beaucoup de données, beaucoup de segments, et notamment quand on a besoin de relire la donnée dans l'historique, on peut être amené, pour plein de raisons différentes, à faire ça. Et donc, c'est quand même dommage. Ça veut dire que du coup, on a de la donnée chaude, de la donnée récente, et on a de la donnée froide. C'est quand même dommage de stocker de la donnée froide dans un cluster qui a des nœuds SSD super performants pour gérer de la donnée chaude. C'est un petit peu du gâchis de devoir stocker de la donnée froide dedans. C'est pour ça que dans Pulsar, on peut offloader cette donnée-là dans un système de stockage externe au cluster qui est beaucoup moins cher et qui est virtuellement illimité, type Amazon S3, Google Cloud Storage, etc. Et c'est natif dans Pulsar, c'est automatique et c'est transparent pour le consommateur. Donc quand on relit l'historique, le consommateur ne sait pas si le message vient d'un S3 ou si le message vient directement des bookies. Et c'est natif. Là, je vous ai montré comment ça se passait quand on perdait un nœud. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on perd un data center ou une région? Et bien, Pulsar gère la géoréplication intégrée. C'est-à-dire qu'avec Pulsar, vous pouvez avoir un ensemble de clusters Pulsar qui sont des réplicas les uns les autres, chacun dans une région ou dans un data center différent. Ce n'est pas forcément une région cloud, ça peut être aussi du hybride avec un data center on-prem et un data center cloud par exemple. Enfin, voilà, un data center, une région. Vous pouvez avoir une installation de Pulsar qui est répliquée comme ça sur différentes régions. Ça implémente la réplication bidirectionnelle. Et donc du coup, quand vous perdez une région, vous pouvez survivre à cette opération-là. Vos messages sont répliqués. Ça réplique que les sections ou segments, je ne sais plus. Ouais, ça réplique les segments.
Ouais, actif aussi, pas que. Ça veut dire que quand un message est publié, il faut attendre que la transaction soit sur au moins 2 des 3 nœuds Alors en fait, tu as les deux modes dans Pulsar. Tu peux privilégier la performance en acceptant que, pas de bol, ton datasetter plante juste avant que le message soit répliqué, mais c'est parce que tu favorises la performance. Et si tu favorises la persistance au détriment de la performance, c'est pas magique, là, Pulsar peut faire attendre le producteur que les messages aient été répliqués suffisamment avant de lui rendre la main. Pas forcément sur tous les data centers, mais sur un quota minimum. Et c'est pareil pour les bookies, localement également. Tu peux régler ça. Donc ça dépend de tes besoins, en fait, de ce que tu as besoin de privilégier dans ton use case. Pulsar, il est aussi multitenante. Et ça, c'est super cool. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec Pulsar, vous pouvez avoir un seul cluster physique, mutualisé, que vous pouvez servir pour différentes équipes. Typiquement, vous avez au sein d'une seule grosse entreprise, vous pouvez avoir un seul cluster de production qui va être subdivisé en des espèces de, pas tout à fait ça, mais des clusters logiques, en tout cas des ensembles de données qui vont être isolés, qui vont faire en sorte que les équipes, leurs données soient isolées les unes des autres. Okay, et pour autant, vous avez un seul cluster. Ça évite ce que j'ai vu dans beaucoup de boîtes dans ma carrière. J'ai vu des boîtes qui popaient un cluster Kafka par équipe ou par service et qui, en plus de ça, avaient tendance à le surdimensionner au cas où, parce qu'en plus, quand on combine ça plus une certaine rigidité dans la gestion des partitions de Kafka, on se retrouve à over-provisionner à fond des nœuds Kafka. Dans Pulsar, vous avez un modèle complètement opposé puisque vous pouvez être élastique et en plus, vous pouvez être multitenant, donc vous pouvez mutualiser à fond. Et il y a un géant du web qui a réussi à diviser son nombre de nœuds par 20 avec la multitenancy en passant de Kafka à Pulsar pour certains use cases, pas tout, mais... Et donc du coup, voilà, ça vous permet un management simplifié, c'est-à-dire que vous êtes dans une boîte qui a une équipe d'une data platform mutualisée, qu'on rencontre assez souvent dans des boîtes, qui fournit un service pour différentes filiales, différentes BU ou différents services dans la boîte. Et donc avec ça, vous pouvez faire des économies assez importantes à l'échelle de toute une boîte grâce à cette multitenancy en fait. Vous avez un management centralisé, vous économisez des nœuds. Et c'est intégré dans Pulsar, c'est pas un add-on. Pulsar, il a été designé dès le départ pour être multitenant, c'est d'ailleurs une de ses raisons d'être. Il y a de l'isolation de données, mais est-ce qu'il y a aussi des quotas, par exemple, oui, d'utilisation du ouais. Il n'y a pas que de la donnée, il y a aussi de l'utilisation des ressources, tout à fait. Ouais. Alors là, vous allez me dire, c'est cool ton truc, Julien, c'est géorépliqué, c'est multitenant, c'est élastique, etc. Mais bon, moi, dans ma boîte, j'ai tout un existant. J'ai codé des tas d'applications, des microservices ou d'autres choses qui sont des clients Kafka ou des clients RabbitMQ, producteurs ou consommateurs, et je ne peux pas me permettre de tout réécrire pour passer à Pulsar. Et c'est vrai, en fait, vous avez raison. Du coup, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Pulsar, il a une couche de compatibilité. Vous vous souvenez de ce schéma-là, avec les producteurs, les consommateurs, les souscriptions, etc. Mais jamais j'ai dit que ces producteurs et ces consommateurs devaient absolument utiliser le protocole de Pulsar. Vous pouvez avoir des producteurs Kafka, des producteurs RabbitMQ, des producteurs MQTT et aussi des consommateurs Kafka RabbitMQ et MQTT. Enfin RabbitMQ, AMQP pour rester sur le niveau du protocole. Par exemple, vous pouvez avoir des messages MQTT qui viennent de systèmes typiquement d'objets connectés d'IoT, qu'on rencontre beaucoup, qui déchargent ça dans un topic en tant que producteur Pulsar et vous les consommez avec un client Kafka. Dans cette histoire-là, vous avez un seul broker, un seul topic, vous n'avez pas de copie de données. Par exemple. Ou, plus souvent aussi, si vous voulez passer à Pulsar, vous pouvez migrer progressivement en gardant une certaine compatibilité avec votre existant. Et interopérer ça, tout ça, tranquillement. Vous avez tout un écosystème autour de Pulsar aussi. Vous avez les protocoles handlers qu'on a vu là. On a aussi des librairies clients, si vous voulez utiliser le protocole natif de Pulsar, qui offre plus de fonctionnalités que tous ces protocoles en même temps. Donc vous avez des librairies clientes où vous pouvez coder vos clients Pulsar en pratiquement tous les langages que vous pouvez imaginer. Vous avez tout un ensemble de connecteurs qui vous permettent de connecter Pulsar à votre SI, donc à des bases de données, à d'autres brokers, à des data lakes, à ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des Pulsar Functions. Donc Pulsar Functions, c'est un petit moteur de string processing qui va exécuter votre code un petit peu comme Kafka Stream, mais ça se passe dans le broker, c'est pas séparé. Qui va exécuter vos fonctions, qui sont un petit peu des espèces de pures fonctions, un peu à la lambda, qui vont exécuter ça dans vos nœuds brokers. Vous pouvez coder ça en Java, en Python ou en Go. Et vous pouvez aussi vachement bien intégrer Pulsar à des moteurs de processing plus puissants, de type Apache Flink par exemple. Ça se marie vachement bien.
Maintenant, on va parler un petit peu de la communauté open source autour de Pulsar, parce que c'est Apache Pulsar. Donc tout ça, tout ce que je vous ai présenté, la géoréplication, l'offload, l'élasticité, tout ce que vous voulez, tout ça c'est disponible en open source. C'est-à-dire que vous téléchargez Pulsar, vous l'avez. Du coup, vous n'êtes pas vendor locké. C'est-à-dire que si vous choisissez de passer par Streamnative pour manager votre cluster de Pulsar, ou si vous le managez vous-même, vous n'êtes pas bloqué, vous avez toutes ces fonctionnalités-là. Petit historique, Pulsar, ça a été créé en 2012 chez Yahoo en tant que Cloud Messaging Service, c'est-à-dire qu'en 2012, Yahoo s'est confronté en fait à certaines limites de certaines plateformes. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Pulsar, notamment pour avoir du multitenante, de l'élasticité et de la géoréplication à leur échelle. Ils l'ont open sourcé en 2016. C'est devenu un top-level project d'Apache en 2018. Et depuis 2019, ça commence à être beaucoup plus adopté, de façon beaucoup moins confidentielle et beaucoup plus large. Donc on voit que c'est un projet qui peut sembler un petit peu récent, on n'a peut-être pas entendu parler que ça, il n'y a pas eu beaucoup de mains qui se sont levées là dans la salle, et pourtant c'est quelque chose de solide puisque ça fait une dizaine d'années que c'est en production à une grande échelle. Que ce soit chez Yahoo ou dans des boîtes comme Tencent par exemple en Chine, dans des boîtes comme Verizon par exemple aux États-Unis, chez un gros retailer également international, enfin voilà, des boîtes de finance aussi, qui utilisent Pulsar. On a une communauté super dynamique, on a 600 contributeurs différents sur GitHub, de sociétés différentes, c'est-à-dire que Pulsar, ce n'est pas trusté par Streamnative ou par une autre boîte, c'est des boîtes vraiment différentes qui contribuent à Pulsar, aussi bien des éditeurs comme Streamnative que des utilisateurs. Okay, c'est une communauté que je trouvais hyper saine par rapport à ça. On a 10 000 personnes environ sur Slack qui peuvent vous aider. On a un Slack communautaire avec 10 000 personnes qui peuvent vous aider potentiellement. Et on a un bon millier de boîtes différentes qui utilisent Pulsar. Donc petit récap, Pulsar, vous avez une plateforme unifiée de messaging et de streaming, un seul broker à manager, un seul broker à opérer, un seul SDK à connaître pour faire à la fois ce que fait Rabbit très bien et ce que fait Kafka. Vous avez l'élasticité, donc vous n'avez pas une certaine rigidité que vous pouvez avoir avec d'autres plateformes. Vous n'avez pas besoin d'anticiper à l'avance votre nombre de partitions, vous n'avez pas besoin de ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus simple. Vous avez vu comment on pouvait gérer le stockage à durabilité avec Pulsar et notamment pouvoir offloader de la donnée froide sur des supports moins chers et virtuellement illimités. Et nativement, vous avez de la géoréplication, vous pouvez survivre à une paire de data centers. Vous avez de la multitenancy pour mutualiser, pour consolider et gagner en ressources. Vous avez la compatibilité avec l'écosystème, donc vous pouvez migrer du coup progressivement à Pulsar et vous avez une communauté open source qui est hyper sympa. Avez-vous des questions, sachant que les bonnes questions, il y en a déjà qui ont été posées, donc toi tu as ton yo-yo, si tu veux. Et il y en a d'autres. Hop là. Ah, voilà. Ouais. Du coup, moi je sais que les usages messaging, ils sont surtout sur du routing filtering. J'ai vu Ouais. que Pulsar avait un connecteur Rabbit. Oui. Mais on fait du routing par du header ou du filtering de Mhm. routing, Mhm. même avec de l'active ou autre, Mhm. occupé, même le laser service. Ouais. Donc du coup, je vois pas comment je peux me connecter avec les SDK directement sur des souscriptions si j'ai pas la notion de routing ou de filtering. Tu veux dire, si tu as un client RabbitMQ, tu vois pas comment tu peux filtrer En fait, moi, dans la MQP, en fait, on va choisir si on a un header, une clé. On va dire, moi, par exemple, je veux que les messages de telle version, avec des éléments de la clé, Ouais. telle version, tel Ouais. métier, etc. Ouais. Et donc, seront routés dans ma queue que ces messages-là, et ça m'évite de compute l'ensemble des messages, Ouais. parce que 90% m'intéresse pas. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'est l'avantage de la MQP, de manière générale. Contrairement au datastream, on prend tout et on fait un traitement global. Ouais. Et ça, du coup, Alors, vu qu'il y a un SDK en place, je me demandais comment vous l'aviez implémenté. Alors, à ma connaissance, je ne suis pas certain que ce soit implémenté, mais je me renseignerai. Donc, n'hésite pas à flasher le QR code, c'est fait pour. On se contacte et je te répondrai à ta question avec précision. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaud, je ferai peut-être une Pulsar Function qui ferait ce filtre-là et qui rerouterait vers un topic différent, sachant que dans le Pulsar, créer un topic, c'est pas cher, en fait. Une installation de Pulsar, ça génère de ça. Enfin, sur un seul cluster, vous pouvez gérer 1 million de topics différents. Donc, on met dans un topic spécifique. Et tu as une Pulsar Functions qui va router ça. Ouais, moi, je ferai comme ça. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau du connecteur Rabbit. Et là, c'est là que contacte-moi et on pourra creuser un petit peu plus. OK ? Voilà. Donc, le besoin général, indépendamment du fait que de la MQP se ferait plutôt avec une Pulsar Functions. Mais il y a peut-être des choses au niveau du connecteur. OK. Alors, combien de temps il me reste ? Vous êtes fatigué ou pas ? Ça va ? OK, parce qu'on peut faire plus de questions ou on peut faire une petite démo. Vous préférez quoi ? Question ? Ok. Moi, je suis très débutant dans tout ce qui est
Mhm. trucs. Et du coup, est-ce que l'architecture par segment de la donnée, est-ce que ça a un impact sur l'injection de messages dans le broker ou pas? Un impact, c'est-à-dire? Dans le sens, est-ce que niveau performance, c'est impactant que par partition? Non, enfin, je sais pas à quoi répondre. Il y a pas de. Enfin, on a des. Est-ce que ta crainte, c'est la performance de l'insertion de nouveaux messages, c'est ça? Ouais, ouais, Le throughput, en fait, on a des benches qui sont disponibles. D'ailleurs, derrière ce QR code, vous avez des ressources et on a notamment des benches qui comparent les performances de plusieurs solutions. Alors, les benches, attention, ça dépend du contexte. À chaque fois, il faut contextualiser. Mais Pulsar n'a clairement pas à rougir de Kafka quand il s'agit d'ingérer de la donnée rapidement à une certaine échelle. C'est-à-dire que ce modèle-là de segment ne pénalise pas l'insertion, notamment parce que les segments peuvent être répartis sur plusieurs bookies et se synchronisent entre eux. Donc plutôt que d'avoir des messages qui sont répartis sur des partitions différentes, on va juste avoir des messages qui sont répartis sur des instances différentes de segments. Ça, pour l'écriture, ça va être plus rapide parce qu'on a des partitions plus petites, mais pour la lecture, si on a uploadé des datas, là c'est Alors, en bande passante, il faut voir. Par contre, en latence, probablement, ouais. ouais, c'est ça. En bande passante, ça dépend, mais en latence, ouais. Mais c'est pas... Enfin, là, ça tombe pas trop mal parce que quand on fait de la lecture de données historiques, on a un petit peu plus besoin de bande passante que de latence. Donc, en fait, ça se passe bien. Ça. Ouais. Oui, il y a un schéma enregistré natif dans Pulsar. Donc, c'est pas un truc à côté, c'est pas un confluent de quelque chose. C'est intégré dans Pulsar, en fait. Ouais. Il y a le deuxième bench aussi? Il y a un quoi? Le deuxième. Ouais, il y a des connecteurs qui font un équivalent. Ouais. Oui. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le shared by key. Et du coup, est-ce que c'est une bonne pratique que les producteurs, même si on ne sait pas si on va faire du shared by key, provisionnent des clés dans les messages qui pourraient par la suite, si on fait du shared, passer chez by key? C'est quoi l'effort qui pourrait, ça veut dire, il s'agirait de créer des clés à l'avance en anticipant un éventuel besoin futur, c'est ça? La transition entre du shared et du shared by key, est-ce que c'est beaucoup d'efforts? Est-ce que du coup, quand on veut faire ça, faut impacter forcément les producteurs? Est-ce qu'on a intérêt à trouver des clés fonctionnelles pour essayer de typer nos messages à l'avance? Typer les messages à l'avance, ça va être un peu compliqué parce que votre besoin d'ordre de consommation, il va dépendre du fonctionnel justement. Donc c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas encore le fonctionnel, c'est un petit peu compliqué de choisir votre clé à l'avance, tout comme Kafka. Après, par rapport à l'impact, s'il s'agit d'un point de vue purement du code, vous avez le même SDK. Donc si vous passez de shared à key shared, vous avez pas besoin de réécrire votre code. Alors, vous devez intervenir au niveau du producteur pour commencer à écrire des clés. Du côté du consommateur, par contre, c'est pas impactant. Il reçoit les messages. Voilà. Du coup, si je passe du shared à shared by key, tous les messages qui étaient déjà émis sans ces fameuses clés, ils sont... Alors, si vous passez... si vous passez à chaud, vous ne pouvez pas passer à chaud d'une souscription à une autre. Vous ne pouvez pas upgrader une souscription shared en mode key shared, ça ne marche pas, pas à ma connaissance. Ça ne marche pas dans le Pulsar, pas à chaud. Donc vous devrez arrêter le service sur la shared en enlevant les trucs et vous abonner à une key shared en fait. Alors, en introduisant un certain retard, pas trop important parce que les consommateurs on les pop vite, mais un petit retard quand même sur la consommation. Il s'agit de passer de l'un à l'autre. Et le code sera sera identique en vrai. Sauf si vos consommateurs ont besoin de lire la clé, mais sinon, ils ont accès aussi, mais sinon le code sera identique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ouais. Ok. Merci. Ça marche. Ouais. Imaginons que je travaille dans une société qui utilise Kafka, data streaming, je dis ça comme ça. Au hasard, voilà. Au hasard, quels seraient les deux killer features qui permettraient que je puisse convaincre quelqu'un de passer à Pulsar? Du Kafka ou du Kafka streaming ou du Kafka stream, pardon. Du Kafka, le broker. C'est du Kafka. Les features clés. Alors, ça dépend des enjeux de cette entreprise à un instant T. Alors, il y a deux gros enjeux en fait en fonction des utilisateurs. On a beaucoup de catégories d'utilisateurs différentes. Les deux qui utilisent Pulsar beaucoup en ce moment, c'est soit des grosses entreprises qui ont vu les opportunités de cost saving par la mutualisation sur la multitenancy et par l'élasticité. Donc ça, c'est vraiment les trucs. Voilà.
des grosses entreprises internationales qui sont aussi intéressées par la géoréplication. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut l'être aussi. Et qui est native. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose pour l'avoir, vous l'avez, c'est déjà intégré. Donc ça, c'est plutôt des utilisateurs d'entreprises un petit peu plus classiques et de taille assez importante, avec des gros enjeux sur la qualité de service et sur la persistance de la donnée. Et après, on a d'autres types de clients dont les enjeux sont beaucoup plus les performances. Donc ils ont besoin d'élasticité, de scalabilité très rapide. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, on est plutôt dans des acteurs de type start-up fintech, enfin gros start-up fintech, de type gaming beaucoup et de type télécom. Donc ça dépend en fait de ce que vous recherchez avec Pulsar. En tout cas, vous avez ces deux opportunités-là. On a typiquement ces deux catégories, aujourd'hui en tout cas beaucoup, ces deux catégories d'utilisateurs. Par exemple, Yahoo est plutôt un petit peu dans les deux catégories, mais surtout dans la première, ils ont créé Pulsar pour consolider, mutualiser au sein d'une seule plateforme unique, pour avoir les deux use cases, pour streaming et messaging, pour avoir la géoréplication, pour avoir le multi-tenancy en fait. J'ai une autre question. Kafka et Pulsar sont tous les deux dans la fondation Apache. Ouais. Comment la fondation gère des outils qui se ressemblent beaucoup quand même? Ils se ressemblent beaucoup sans se concurrencer directement, parce que Pulsar a un scope plus large, donc c'est pas tout à fait non plus la même technologie. Pulsar a une architecture qui est plus complexe aussi que celle de Kafka. On n'est pas tout à fait et Kafka est spécialisé. Donc on n'est pas tout à fait dans le même. C'est pas quelque chose de directement concurrent. Ouais. C'est quelque chose qui Pulsar peut englober, mais n'est pas forcément, à mon sens, un concurrent direct, enfin, un remplacement direct de Kafka. Et Kafka est venu avant. Il y a un historique aussi. Oui, du coup je me pose, est-ce que ça peut déranger les roadmaps de Kafka par rapport Non, elles sont différentes et indépendantes, donc il n'y a pas de... Non. Alors pour le coup, Kafka s'inspire de Pulsar beaucoup, en vrai. Par exemple, ils vont introduire d'ici... alors ils ont annoncé qu'ils avaient Confluent, Kafka à voir, mais oui, la communauté Kafka aussi, mais Confluent a annoncé qu'ils allaient faire quelque chose qui ressemble beaucoup à la shared subscription que j'ai décrite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un consumer group classique, on pourrait aussi avoir ce qu'on appelle un shared group, qui est, quand on regarde la spec, c'est quasiment un copie, enfin c'est pas un copier-coller, mais c'est très très ressemblant d'une shared subscription. Bon, par contre, ça risque de toucher à des choses assez fondamentales dans l'architecture de Kafka, donc je ne sais pas du tout, je ne ferai aucun pronostic sur quand est-ce que ce sera disponible, alors que dans Pulsar, c'est en production depuis 10 ans. Enfin, voilà, bref, tout ça pour dire que les roadmaps s'influencent effectivement les unes les autres, mais c'est pas non plus, ça reste deux projets différents, avec une gouvernance différente, des PMC différents, donc, enfin des project community différents. D'autres questions, ou pizza ou démo? Ouais. Juste une petite question côté infra, est-ce que ça nécessite comme installation Kafka, il y a un zookeeper ou un etcd selon la... Oui, il y a un zookeeper. Il y a quelque chose d'équivalent côté... Ouais, il y a un zookeeper. Parce qu'en fait, alors j'ai fait un schéma simplifié tout à l'heure. En fait, on a aussi un besoin alors pas forcément d'un zookeeper, on a besoin d'un système de consensus distribué pour répondre à des questions de type mon topic, il se trouve où? C'est quel broker qui est le maître sur ce topic-là? Parce qu'il y a un topic instanté et géré par un seul broker. Je ne vais pas parler de comment distribuer un topic sur plusieurs brokers. On peut le faire, mais par défaut, c'est sur un broker, une instance. Et donc, il y a ça. Donc, on a besoin de répondre à une question de type ça se trouve où, ça, à un instant T? Donc, on a besoin d'un consensus distribué. C'est Zookeeper qui y répond. Ou alors, ce segment, il se trouve dans quel bookie aussi? Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Donc, de la metadata et du consensus distribué qui est stocké dans Zookeeper. Sachant que donc, Kafka prend une optique alors pas de remplacement, mais plutôt d'offrir une autre option plus simple et plus légère qui n'a pas Zookeeper, qui est basée sur Craft, sur ce système-là, qui a besoin de moins de nœuds, une architecture un peu plus simplifiée. Nous, Pulsar, on n'a pas prévu de supprimer ce système de consensus distribué par quelque chose d'intégré au nœud. C'est pas à ma connaissance dans la roadmap. Par contre, on a fait, plutôt Streamnative, mais en open source, a fait un concurrent de Zookeeper qui permet de lever certaines limitations que Zookeeper peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une install classique de Pulsar, Broker, Bookie et Zookeeper,
On peut manager 1 million de topics. C'est le max qu'on peut voir, à peu près. Parce qu'après, à partir de là, on commence à tomber sur des limitations de Zookeeper, notamment par le fait qu'il a tendance à tout répliquer d'un coup. Il est difficilement shardable. Et quand tu atteins à peu près 1 giga de metadata, ça commence à souffrir. Donc nous, on a fait un équivalent de Zookeeper, mais shardé, donc distribué, qui s'appelle Oxia, qui est écrit en Go, et qui fonctionne avec Pulsar aussi. Donc avec Oxia, on passe de 1 million à dizaines, voire à centaines de millions de topics. On a encore levé une limite, qui pourrait être une 4e limite dans mon style, mais qu'il faut vraiment y aller pour y arriver. Mais on a des utilisateurs qui arrivent. Donc on a fait Oxia. Voilà. Démo, question, pizza. Qui vote pour la démo? Qui vote pour la pizza? Impossible, ils sont pas là. Ah bon, bah démo alors. Ça marche, ok. Allez, c'est parti. Bon, les yo-yo, donc il y en a un là, il y en a un là et un là. Voilà, 3 yo-yo pour les 3 premiers qui ont posé des questions, si je ne m'abuse. Ok, petite démo. Alors, vous vous souvenez de ce schéma? Je vais vous le montrer. Ok? Vous vous souvenez que quand on a des producteurs et des consommateurs de technologies différentes, on va faire une petite démo qui va dans ce sens. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Hop. Donc, vous inquiétez pas, je vais zoomer. Alors, hop, je vais vous montrer un petit microservice qui Spring Boot, on est plutôt Java ici, qui est un client AMQP, donc ce que fait basiquement RabbitMQ. Et donc, quand on regarde son POM et qu'on cherche dedans Pulsar, il va rechercher Pulsar. Je ne trouve pas Pulsar, ça ne dépend pas de Pulsar. Okay, c'est un pur client AMQP qui va consommer des messages et qui va en recevoir. Donc, basiquement, ce que ça fait, c'est que ça envoie un message dans une queue et ça lit le même message dans la queue. Ça fait un ping-pong, un truc basique. Okay, donc, quand ça consomme un message, ça va afficher « j'ai reçu machin ». Et du côté du producteur, voilà, ça va produire un petit emoji avec un petit lapin pour dire qu'il a envoyé un message. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai mon petit Docker sur mon petit MacBook avec un petit Pulsar. Donc j'ai un nœud broker, j'ai 2 nœuds Bookie et j'ai un nœud Zookeeper. Okay, installation assez basique. Je vais faire avec un petit Docker Compose. J'aurais pu aussi utiliser l'opérateur Kubernetes. Là, j'ai un Docker Compose. Un peu plus rigide, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et donc, il n'y a pas de RabbitMQ. Je n'ai pas de broker RabbitMQ. Je n'ai pas de Kafka. J'ai que du Pulsar là-dedans. OK ? Alors, on va lancer un petit microservice AMQP. Et si les dieux de la démo sont avec moi, notamment que je n'ai pas de réseau, donc c'est peut-être pas très stable. Voilà. Donc là, on a un client MQP qui a envoyé un petit message avec un petit lapin, un petit rabbit, et qui l'a reçu. Okay, fait un ping-pong comme ça. Donc on a bien un client MQP qui se connecte avec un Pulsar sans avoir de RabbitMQ nulle part. Okay, compatible. Maintenant, on va faire un truc un petit peu plus marrant. C'est qu'on va lancer un client Kafka. Donc client Kafka, hop. Il est là. Un petit Kafka listener, un petit nom de topic, et j'ai reçu tes messages, c'est vraiment le même code, on est dans le Spring Boot, et ça fait pareil un ping-pong avec Kafka. Donc j'ai un client Kafka qui a consommé son propre message qu'il a mis dans son topic. Okay, et donc sur le POM, je cherche Pulsar, et je ne vois pas Pulsar. J'ai aussi un client MQTT, vous me croirez sur parole, il n'y a pas Pulsar non plus dedans. Donc c'est parti. On va lancer notre ami Kafka, notre client Kafka plutôt. On reconnaît bien les logs de Kafka pour ceux qui en font. On a un client Kafka. Et on a Kafka, un client Kafka qui parle avec Pulsar. Et maintenant, on va faire un autre truc rigolo, c'est que tous mes clients en fait sont producteurs et consommateurs sur le même topic.
Donc, qu'est-ce qui se passe si je lance un MQTT, un client MQTT et un client Pulsar? Hop. Et bien, tout le monde communique avec tout le monde. Donc, le petit chat, c'est MQTT, la petite licorne, c'est Pulsar, le petit chien, c'est Kafka, et tout le monde communique avec tout le monde sur un seul topic et un seul broker. Il n'y a pas de Kafka qui intervient, il n'y a pas de couche de connexion. Tout ce que vous voyez ici, c'est chacun des 3 microservices, là les 3 conteneurs, et la petite install Pulsar. Okay, donc ça, c'est les protocoles adapteurs de Pulsar. Pas besoin de toucher à mes clients, ils communiquent avec Pulsar. C'est cool ou pas? Ouais? Ok. Hop là. Maintenant, j'ai une deuxième démo qui est un petit peu plus en mode impro, donc pardonnez-moi s'il y a des petits bugs. Ok. Ouais. Alors, c'est en fait, on a besoin d'un protocole adapteur pour faire ça, qui est open source, qui s'appelle donc on a Kafka over Pulsar, on a MQTT over Pulsar et on a KOP, Kafka over Pulsar, on a MOP, c'est MQTT over Pulsar, et on a AOP qui est AMQP, donc pour Habit over Pulsar en fait. Et donc ces protocoles handlers, vous les installez dans Pulsar, c'est un module de Pulsar. Les 3 sont open source aussi, ils sont faits par Streamnative, mais on les a open sourcés. Et donc vous pouvez les. Donc en fait, les images Docker qui sont là sont des images Docker préassemblées avec un Pulsar et les 3 connecteurs. Donc full open source, mais préassemblés chez nous. Okay, bah, en fait, on a un protocole adapteur qui est par devant la souscription, qui crée une souscription pour toi. Donc le protocole adapteur, il se met en face de ton client, donc il te montre du Kafka, il ouvre un port Kafka par exemple, sur un producteur et sur un consommateur. Donc derrière, on a une souscription de type streaming, donc de type failover en fait, parce que c'est ce qui ressemble le plus à un consumer group en fait. Hein. Si vous recherchez il est où mon consumer group, ce serait une connexion failover Pulsar sur une partition. Ok, donc ça marche comme ça en interne en fait. Le AOP, Pulsar, ouais. C'est MQP 091 ou 10? Rabbit, c'est 091. C'est 091. Ouais. L'adapteur, il est au moins 0,9, ça c'est sûr. Ouais. Oui, il est compatible Rabbit, donc il est compatible 0,9 quelque chose. Ouais. Il peut peut-être aussi faire du 1, si tu veux le savoir, QR code. Et parce que je n'ai pas la réponse à toutes les questions, on est dans un écosystème complexe, mais voilà. Ok. Alors maintenant, si vous êtes encore chaud pour une démo, on peut parler de bière, parce que je viens de Lille, donc on va parler bière, ok? Donc on va imaginer que voilà, vous avez, je ne vais pas en plein écran, mais ça passe bien, hein, c'est bon, ok. Vous allez imaginer que vous êtes responsable, vous êtes le DSI d'une brasserie qui vend des bières en ligne. Et cette brasserie, elle marche tellement bien à l'international, etc., qu'elle a besoin d'un Pulsar pour fonctionner à l'échelle, ok? Vraiment, c'est vraiment super. Et donc cette brasserie en ligne, on va mettre en plein écran, voilà, elle va permettre de vendre des bières à ses clients en ligne. Donc elle va avoir besoin d'un site internet qui va être un microservice. Elle va avoir besoin, elle fonctionne comme ça, elle a un service qui va accepter des commandes et donc des colis pour pouvoir livrer les colis chez leurs clients. Donc, c'est un système qui va processer des colis et qui va livrer des colis à des clients. Okay, un colis correspondant à une commande. Okay, il s'appelle Delivery. Et on a un entrepôt qui va publier des messages qui vont contenir un niveau de stock. Un message typique qui va passer là, c'est par exemple à un instant T, le niveau de stock de la bière Triple Carmélite, une de mes bières préférées belges, je vous la conseille, c'est 42. Il y a 42 bières Carmélite dans mon stock. Et puis un petit peu plus tard, il y a un autre événement qui est mis par l'entrepôt qui dit que maintenant, on a livré d'autres bières et maintenant c'est plus 42, le stock c'est 10. Okay, donc on a des événements comme ça qui passent, qui sont des niveaux de stock. Et donc le site internet, il a besoin de connaître le niveau de stock à un instant T, parce que si Madame Michu, elle commande sa Carmélite, mais qu'en fait il n'y en a plus en stock, quand même dommage, ça craint un petit peu que le site web lui permette de commander, alors qu'en réalité l'entrepôt, on n'a plus en stock.
Donc on a besoin de synchroniser les deux vues, en fait, l'entrepôt avec le site web. Ça va pour l'instant? Donc le site web, il stocke un état du stock, un instant T, une projection, un snapshot du stock à un instant T, dans une petite base de données locale. Et on a aussi besoin, par ailleurs, de faire de l'analyse de ces événements de stock pour pouvoir faire de la prédiction de stock, pour pouvoir détecter que le niveau de carmélite commence à baisser selon une certaine tendance, un certain pattern temporel qui fait qu'attention, là, il faut se dépêcher, il faut réagir, il faut vite réapprovisionner l'entrepôt. Ça vous parle? Ouais. Bon, j'ai pas pris un exemple mutuel, assurance, j'ai pris un exemple retail, plus du Nord, on est plus retail, mais voilà. Alors, petite question. J'ai déjà plus de yo-yo, donc ce sera des chargeurs de téléphone magnétique ou des logos Wheel of Pulsar. Petite question. Pour faire ça, là, on est dans le data streaming ou dans le messaging, à votre avis? Pourquoi messaging? Les colis n'ont pas d'interdépendance. Ouais, effectivement. Les colis sont plutôt unitaires, sont plutôt interdépendants. Si j'en traite un avant l'autre ou un petit peu après l'autre, c'est pas très grave. Je ne vais pas casser mon système. Donc oui, c'est du messaging. Et je vais vous dire que le système là, qui est la Poste, là, c'est un système un petit peu legacy. Parfois, il tombe un peu en panne, parfois, il est un petit peu lent. Donc, on a besoin d'un buffer entre les deux. On ne peut pas se permettre que le site web communique directement avec ce système. Il n'est pas prévu pour encaisser une charge Internet. C'est ce que je voulais dire. Là, on est clairement dans le messaging. On a besoin d'un découplage et on a des tâches qui sont indépendantes temporellement. Messaging. Tu viendras me voir et tu auras... Comment? Ouais. On a un ordonnancement par défaut, donc ça a tendance à être traité dans l'ordre, mais si le système delivery plante ou s'il y a une tâche qui est un peu plus longue que l'autre, on n'a pas de garantie d'ordre. Enfin, on a un ordre en général, mais on n'a pas de garantie d'ordre. Okay. Et donc évidemment, à l'inverse, vous l'avez compris, là, on est plutôt dans le data streaming, puisque si j'ingère mes événements, je fais de la gestion de données en fait sur ce chemin-là, donc si j'ingère mes événements de stock dans le désordre, ça va bugger. Vous êtes d'accord? Ça va pas marcher, parce que si je reçois mes événements dans le désordre, je peux avoir une vue fausse de mon stock, ici. Et là, cet inventaire d'analyse, cet inventory analysis, il va faire en fait du real-time analytics, puisqu'il va faire de la prédiction de stock en temps quasi réel pour analyser des tendances basées sur une séquence dans le temps de ces événements-là pour dire attention, là, il va bientôt falloir réapprovisionner. On est aussi dans le data streaming. OK? Cool. Donc ça, c'était... Voilà. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe ici. Et on va faire une petite démo avec des microservices Spring Boot pour voir un peu l'API de l'SDK de Pulsar. Donc, le site web, il va produire des messages et donc il va les produire comme ça. Voilà. Alors, je vais zoomer. Je peux passer en blanc aussi si vous préférez. Ça va? En fond noir? Ouais? OK. Alors... Mon site web, il fait un truc assez basique. Toutes les 200 millisecondes, il va en fait générer un colis au hasard. Donc j'ai un objet avec une adresse que j'ai généré au hasard, voilà, un nom au hasard, etc., qui a représenté une livraison, une adresse, une quantité, tout ça, qui a représenté ce qui est dans mon colis. Je génère aléatoirement en JSON et j'utilise une petite API et notamment le client Spring Boot Pulsar, qui est disponible quand vous voulez faire un web service, je fatigue, un microservice Spring Boot avec Pulsar, c'est hyper facile. Maintenant, vous allez sur start.spring.io, vous pouvez sélectionner Kafka, vous pouvez aussi sélectionner Pulsar. Vous faites add le starter et boum, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un producteur, un consommateur Pulsar intégré dans votre Spring Boot. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé ce microservice Spring Boot. Donc, bon, ça c'est pas du Pulsar par contre, hein, c'était du Spring Boot classique. Vous avez un scheduler et donc toutes les 200 millisecondes, vous faites un send, donc vous envoyez sur le topic qui s'appelle Delivery Order Topic, vous envoyez un JSON qui correspond à votre colis. Ça va pour l'instant? Et donc ce producteur là, vous allez voir que ça va être très familier pour vous, pour ceux qui font du Spring Boot, puisque au lieu d'avoir un Kafka template ou un Rabbit template, je vais avoir un Pulsar template. Et ça se marche exactement de la même façon, à quelques détails près, parce que l'API Pulsar est plus riche, mais vous avez basiquement les mêmes principes. C'est-à-dire que c'est le send qui va encapsuler toute la gestion des ressources, d'ouverture et fermeture de sockets et tous ces trucs-là. C'est le send qui va gérer ça. OK?
Donc c'est hyper facile. En gros, il faut retenir qu'en une seule ligne de code, j'ai envoyé mon message dans mon topic. Avec la config qui est derrière, évidemment, mais voilà. Qui est simple aussi. OK ? Sur un pulsar local que je vais lancer, donc il faut que je lance mon petit Docker Compose, qui est là, que je vous montre. Donc je lance un conteneur en pulsar qui est standalone, c'est-à-dire que dans un seul conteneur, c'est bien pour de la dev ou pour un poste local, dans un seul, contrairement à mon installation de tout à l'heure où vous avez vu 4 conteneurs Docker, là j'en ai qu'un seul qui contient tout. Je peux, pour des raisons légères, pour faire un poste de dev ou un environnement de dev, je peux avoir un seul nœud pulsar sous forme de conteneur Docker ou en Java, sans Docker aussi, vous n'êtes pas obligé de faire du Docker, vous lancez pulsar en Java avec une JVM. Standalone, donc qui contient à la fois un zookeeper, un bookkeeper et un broker, tout intégré. Donc ça, c'est un pulsar standalone qui s'ouvre sur ce port-là, et j'ai un petit Redis qui est ma base de données locale là, de mon site web, un truc basique. Ça va ? Voilà. La consommation de RAM, on a une idée peu près de combien ça consomme, il faut juste la version pour le dire. Le footprint minimum Ouais. 128 à 256, enfin c'est pas énorme. Voilà. On utilise des entreprises avec vos machines, c'est un peu limité. Mm. Et Mm. transférer comment ça se fait. Ouais, enfin, je peux dire que mon ITG prend beaucoup plus de RAM que, que mon pulsar standalone, mais j'ai pas non plus beaucoup chargé mon pulsar standalone, non, mais ouais. Donc pulsar est écrit en Java, hein, vous l'auriez compris, donc je l'ai pas dit, mais voilà. Puisque les brokers, zookeeper et bookie sont tous les trois écrits en Java. Donc on a consolidé ça sur un seul process, le standalone. Donc je lance mon petit Docker Compose. Je pas fait de typo, je vois rien, hop, c'est bon, voilà. C'est parti. Et on va lancer un petit internet. Et voilà, je vais vous montrer comment ça marche cette fois-ci, la consommation. Donc dans Delivery, la consommation cette fois-ci, ça se passe comment ? Vous avez un bin Spring, hein, forcément, et vous avez, au lieu d'avoir un Kafka listener, vous avez un Pulsar listener. Pas de surprise, quoi, d'accord ? Vous lui donnez le ou les topics, parce que vous pouvez écouter plusieurs topics en même temps. Donc le ou les, vous pouvez avoir une regexp en fait, un wildcard en fait, donc ou une liste de topics bornés. Donc vous pouvez, voilà, vous avez là, j'ai qu'un seul topic, donc c'est facile. Je précise le nom de la souscription parce qu'il me faut une souscription. Vous vous souvenez dans Pulsar, on ne peut pas juste consommer un topic, il faut une souscription pour dire à Pulsar comment comment consommer un groupe dans Kafka, pour lui dire comment comment je me connecte, est-ce que c'est du streaming ou du messaging, et que je mémorise la position dans laquelle je suis dans la consommation. Et sa souscription, les deux types shared, c'est-à-dire que si elle n'existe pas, si le topic et la souscription n'existent pas, pas par défaut, Pulsar va le créer automatiquement. En production, on ne fait pas forcément ça, mais en dev, tout est créé automatiquement quand c'est pas. Voilà. C'est assez facile. Une gestion de droit sur l'écoute des topics. Oui. Et les droits sont gérés par topic, par namespace qui contient plusieurs topics, et ensuite par tenante. Tu as 3 niveaux de gestion. Voilà, et donc ça va juste afficher le contenu du message qui est j'ai reçu un ordre, voilà. C'est un truc basique que fait mon consommateur. Donc je me listen, je reçois mon JSON et je le balance. Okay, donc ça va se passer comme ça, donc je vais lancer mon consommateur. Je vais agrandir la police parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà, c'est un petit peu mieux. Touk. Voilà, donc là j'ai 2 clients Pulsar. Okay, c'est exactement le même code, donc j'ai juste lancé 2 instances d'exactement la même application. Et quand je lance mon site web, qui est un producteur de messages, il va produire régulièrement toutes les 200 ms de messages. Voilà, et maintenant si je regarde ce qui se passe du côté des consommateurs, on observe une shared subscription, c'est-à-dire qu'on observe que chaque consommateur, chacun à son tour, reçoit un message comme ça, en mode round robin. Vous voyez sur les logs ? Voilà. Donc là, on a un exemple de 2 consommateurs sur une même souscription. Quand j'en arrête un, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, dès que j'appuie sur CTRL-C, vous voyez que ça va 2 fois plus vite. Dès que j'ai arrêté l'autre consommateur, Pulsar a automatiquement et immédiatement mis toute la charge sur le seul restant. Et si j'en fais, évidemment, vous doutez bien que si je redémarre le deuxième, de nouveau, hop, ça serait parti.
Donc là, vous voyez l'élasticité. Je n'ai pas dû intervenir sur le broker, j'ai rien dû faire, j'ai pas de partition, j'ai rien. Et j'ai l'élasticité du côté du consommateur qui est ma première limite, vous vous souvenez, des 3 limites qu'on peut avoir en termes de scalabilité. C'est bon ? Classique, du sous-acquittement des messages. Oui. Alors, ça marche parce qu'effectivement, Pulsar, il a 2 modes d'acquittement différents. Il peut faire de l'acquittement comme Rabbit, individuel, message par message. C'est comme ça qu'ici, ça marche et que ça se synchronise. Et c'est aussi pour ça qu'on peut consommer les messages dans le désordre. Ça permet de consommer les messages dans le désordre tout en n'en consommant qu'un seul, sans les consommer en double, parce que ça fait de l'acquittement individuel de messages. Par contre, quand tu fais du streaming, là, tu peux faire aussi un acquittement cumulatif. Donc, ce n'est pas un offset en mode numérique position 42 dans ma partition, comme dans Kafka. C'est le dernier message consommé avait un ID temps. Il y a un message ID. Donc, tous les messages qui sont après restent à consommer. Tous ceux qui sont avant sont à consommer et après sont présumés comme déjà consommés. Ouais, c'est ça. Donc le Pulsar, c'est quels sont les messages avant et après. En fait, c'est stocké dans le segment. Et voilà. Ça va pour l'instant ? Ouais ? Ok, donc là, on est dans le messaging. C'est bon ? Maintenant, on va faire autre chose. On va faire l'entrepôt, là, vous vous souvenez ? L'entrepôt qui va aller pousser des messages pour être consommés pour plusieurs systèmes, dont mon site internet qui va afficher une vue consolidée du stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon site internet, qui est là, et je vais lancer, j'ai une petite API REST pour simuler ça, et quand je fais un get, pouf, ça m'affiche qu'il n'y a pas de stock, parce que normal, je n'ai pas démarré mon microservice d'entrepôt. Donc mon stock, il est dans une petite base de données Redis, et quand je le requête avec un petit contrôleur Spring, voilà, pour l'instant ma base est vide, donc ça n'affiche rien. Je vais lancer mon entrepôt qui va régulièrement me pousser des messages de stock. Donc ici, on voit que régulièrement, il envoie une liste de messages. Je vais l'arrêter pour qu'on voit un petit peu mieux parce que ça bouge un peu. Hop. Voilà. Il envoie régulièrement une liste de messages à un topic. Et donc là, j'ai 4 ou 5 types de bières différents. J'ai la Chimay, la Chouffe, la Moinette et la Triple Carmélite qui sont vraiment des super bières. Faut vraiment, j'aurais dû en ramener, mais voilà. Et donc, vous voyez que là, on avait Chimay en stock, il y en avait 6, Chouffe, il y en a 2. Finalement, Chimay, il n'y en a plus que 4 maintenant, etc., etc. Donc, en fait, au final, il faut que quand je fasse un get dans mon API REST sur mon site, elle doit sortir. Chouffe, la dernière connue, c'est 0. Donc, elle doit sortir Chouffe 0. Pas Chouffe 2, sinon ils vont traiter le message dans des ordres. D'accord ? Donc, elle doit me sortir Chouffe 0, elle doit me sortir Chimay 0. Elle doit me sortir Carmélite 142 et elle doit me sortir Moinette 42. Si elle ne me sort pas ça, j'ai un problème. On va y aller. Alors, je relance. Voilà. Je fais mon petit get. Et là, je vois. Hop. Vous voyez ? Ouais. C'est bon. C'est ce que j'attends. Facile, normal. J'ai qu'un seul website qui tourne. Maintenant, je vais en lancer plusieurs. Des consommateurs websites. Parce que j'ai un site internet, donc il va scaler. Alors, cette architecture-là, je ne l'aurais pas faite en prod. Il y a des moyens beaucoup plus légers qu'un microservice Spring Boot pour faire une vue consolidée comme ça. Vous pouvez faire du Pulsar SQL, des Pulsar Functions, un connecteur vers Redis. Je n'aurais pas forcément codé moi-même du code Java pour faire ça. C'est juste pour les besoins de la démo. Okay ? C'est beaucoup trop lourd. Donc, c'est parti. On va faire un beer consumer, on va regarder un petit peu le code. Non, on va plutôt lancer 2 websites, c'est ça qu'on va faire. C'est parti, pouf, premier website qui consomme bien les messages et on va lancer un deuxième website sur un autre port, sinon ils vont conflicter. Parce que vous vous souvenez, j'ai un contrôleur, j'ai un port HTTP ouvert. Hop. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est marrant, il n'y en a qu'un seul qui bouge là. Comment ça se fait que lui, il a arrêté et que lui fonctionne ? Et par contre, à l'inverse, si j'arrête celui-là, c'est l'autre qui prend le relais. Et il n'y en a toujours qu'un seul qui fonctionne en instant T. Pourquoi ? Parce que dans le Beer Stock Consumer, j'ai une souscription de type failover. Vous vous souvenez ? Donc cette souscription-là, elle n'accepte qu'un seul consommateur actif à un instant T. Les autres consommateurs sont passifs,
Et donc quand j'en arrête un, l'autre prend le relais tout de suite. Ok ? Mais à un instant T, il n'y en a qu'un seul. C'est pas comme la shared. Ça va ? Ok. Et donc tout se passe bien puisque là, comme j'ai qu'un seul consommateur actif, mon stock est bon. Tout est consommé dans l'ordre. Maintenant, on va imaginer que j'ai besoin de scaler un petit peu plus. Et que j'ai besoin de... On va imaginer qu'en plus de faire du stock consolidé, ça fait des traitements plus lourds. Enfin bref, on peut imaginer n'importe quoi. Et donc, je vais essayer d'avoir plusieurs consommateurs actifs à un instant T. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? J'aurais peut-être envie de faire une souscription de type shared, non ? Hop, c'est parti. Ah, pourquoi ça s'arrête pas, lui ? Allez, arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai bien deux consommateurs qui fonctionnent en même temps. C'est cool. Les deux sont actifs, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je requête mon stock ? Ah, c'est quoi ce stock là ? Pourquoi j'ai 39 de monnaie, je devrais avoir 42 ? Il y a un problème. Mon problème, c'est que j'ai perdu ma garantie d'ordre. Donc mes messages sont consommés dans un ordre plus ou moins respecté. Donc mon stock n'est pas bon. Ça va ? Vous suivez ? Ouais ? Pour que ça marche, qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il me faut pour que ça marche ? Keyshared. Voilà. En passant en keyshared, ça a marché. Mais il ne suffit pas de faire ça. Voilà. Donc, du côté du producteur, cette fois-ci, voilà à quoi ressemble le code. Oups. Donc, toutes les secondes, je balance cette liste de stock, ok, j'itère dessus, et j'ai un pulsar template, mais cette fois-ci, au lieu de faire un send, je fais un truc un petit peu plus compliqué. J'utilise le DSL du SDK du client Java Pulsar, qui me permet de faire un petit peu plus que juste un send. Il me permet de faire plusieurs choses qui sont intéressantes ici. La première, c'est que beerstock, ce n'est pas un string en JSON, c'est un objet Java. Vous avez vu ? Dans le client Pulsar, on a une sérialisation qui est intégrée. Donc vous pouvez sérialiser votre objet Java en JSON, vous pouvez sérialiser votre objet Java en Avro, vous pouvez sérialiser votre objet Java en protobuf, c'est les protocoles qui sont supportés en standard par Pulsar, et là il me semble que j'ai fait du protobuf, non du Avro, pardon, si je me souviens bien. Et donc on a un schéma registry intégré dans le Pulsar qui vous permet de faire ça. Côté producteur et consommateur. Okay, enfin, les producteurs et consommateurs interrogent le broker pour connaître le schéma et tout marche bien. Donc voilà, donc, du coup je peux faire un new message de typé, d'un beerstock et pas de string. Première chose. Deuxième chose, je lui associe une clé. Je dis que c'est le nom de la bière parce qu'il faut que je lise mes messages, mes événements de stock dans le bon ordre par rapport à une même bière. Ok ? Ça vous parle ? C'est comme ça qu'il faut choisir la clé dans ce cas-là, en fait. C'est un choix fonctionnel. Je mets mon topic et je fais un send. C'est bon pour l'instant ? Ouais. Et comme j'ai fait ça, maintenant, si je fais keyshared et que je recompile, j'ai dit, hop, j'ai une flèche en plus, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Lui aussi, sinon ça ne peut pas bien se passer. Ah là, il a rattrapé le retard, là, parce que j'ai mis de la persistance, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il a, mon terminal ? Le terminal est cassé, on dirait. Bon, le terminal est cassé. Merci. Merci, à plus. Pouf. Pouf. Website, serveur. Ça réalise directement la Port. classe, mais est-ce qu'il y a une notion de header aussi qu'on peut partager en message ? Oui, la clé est un header. Il y a d'autres headers aussi standards dans le Pulsar, comme la clé. Il y a date d'émission, d'autres headers, le type, le schéma, enfin des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je me souscris en keyshared et qu'il n'y a pas de clé définie le comportement, tout va sur un seul... Tu repars en shared, en fait, ça marche pareil. Ça fait round robin, parce que ça n'arrive pas à assigner un consommateur de façon prédictive. Et tu as la main sur l'algo, en fait. Tu as un algo de hachage, et tu peux avoir d'autres algos
disponible. Si je veux passer en key shared, il faut que je dépiler tous les messages courants. Si mon producteur ne mettait pas la clé, Hmm. je dépile. Ben, si sur un topic, tu as une première moitié du topic où tu as des messages sans clé et une autre où tu as une clé, les premières moitiés sera consommée comme un shared et la deuxième pourra bénéficier du key shared en fait. Si tout au long de la consommation de ton topic, tu as une souscription key shared, au début elle se comportera comme une shared et après quand elle tombera sur le message key shared, elle pourra répartir les messages. Si je passe de failover à key shared, il faut que mon producteur ait défini la clé en amont pour éviter que ça fasse justement du... Sinon, ça ne bénéficiera pas du partitionnement dynamique en quelque sorte de Pulsar. Ouais. Si j'étais en mode failover, je sous-entendais que l'ordre était important pour moi. Si je passe sur key shared sans clé, ça va... Attends. fonctionner comme shared. Tu peux répéter? Si. J'ai une souscription failover. Hmm. Donc l'ordre a de l'importance pour moi. Et si je souhaite passer en key shared, parce que tu veux scaler en fait, parce que tu es tombé sur la première limite qui est que tu as besoin de plus de consommateurs. Donc du coup, tu vas renoncer à ta consommation failover et tu vas créer à ta souscription, tu vas créer une autre souscription key shared sans changer ton code, à part mettre key shared ici, mais sinon c'est le seul changement que tu feras en fait. Si mon producteur n'a pas mis de clé, du coup ça se comporterait... du coup, ça se comportera comme un shared et tu n'auras pas, parce que Pulsar ne sait pas dans quel ordre délivrer, livrer tes messages. Tous les messages sans cette clé mise par le producteur sont consommés. Ouais, ou alors après tu pourrais faire une Pulsar function pour les filtrer, tu pourrais jouer sur la rétention, enfin tu peux faire des trucs comme ça aussi, ça va dépendre de tes besoins. C'est plus la phase de transition en fait. Ça va dépendre de tes besoins en fait, c'est plusieurs techniques. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, mon stock est bon cette fois-ci. On répète un peu, voilà, il est bon. Ok ? Parce que, alors ça ne se voit pas très bien dans les logs, mais les messages sont consommés dans le bon ordre par rapport à la clé. Donc on peut voir dans les logs que Pulsar a attribué certaines bières toujours à un même consommateur et d'autres à d'autres consommateurs. Si on reprend les logs, on va essayer d'observer ça. Il y en a un qui prend toutes les chouffes et il y en a un autre qui prend les trois autres, moinettes, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, toujours dit que le contrat est respecté. Voilà, c'est pas très impressionnant parce que je n'ai pas beaucoup de clés par rapport aux consommateurs, mais si j'avais 100 clés et 3 consommateurs, on verra ça, ou l'inverse, on verra ça un petit peu mieux. Okay, non, pas l'inverse, là, on ne verrait pas, mais voilà. Ça va? Ouais. Ok. Voilà pour mes démos. Merci.